Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. Encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à cette émission et aussi votre fidélité à Environews Télévision. J'ai le plaisir ce matin de recevoir un chercheur, Dr Prince Baraka. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et je suis fier de vous parce que vous êtes la première personne que j'ai reçue lorsque j'ai commencé Environews. Vous vous souvenez encore? Oui, je vois. En 2013. Oui, je vois. Je revois ça. Voilà, donc j'ai reçu un frère. C'est vraiment quelqu'un qui m'a vu naître. Il avait accepté en ces moments-là, quand c'était encore au début, c'est pas très facile qu'une personne te fasse confiance, mais il avait dit non, écoutez, frère, viens, on va faire une interview. Et c'était la première interview que j'avais réalisée. C'était avec Prince Baraka, qui était encore en ce moment-là un chef de travaux. Non, tu étais encore un assistant, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Ouais, en effet. Alors, j'étais assistant, j'étais expert technique junior pour le GIZ à l'époque. Ah, voilà. Et donc, autant Environews a grandi, de notre côté, on a aussi grandi. Donc, il y a de quoi être content et reconnaissant. Envers Dieu, bien sûr. Ah, voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment un plaisir de te recevoir cette fois-ci sur ce plateau pour parler un peu de ce que tu es, ce que tu fais et aussi, surtout, de votre doctorat en foresterie communautaire. Ah, c'est bien, oui. Voilà. Alors, Prince Baraka, comme d'habitude, il faut que je te dise que nous, on se tutoie les week-ends. Hein, on est vraiment décontracté, on essaie un peu de rigoler, mais tout en informant, bien sûr. Alors, lorsqu'on parle de la foresterie communautaire, on fait allusion à quoi, concrètement? Très bien, c'est une bonne question. Pour faire simple, parce que lorsqu'on parle de la foresterie communautaire, on fait référence à tout processus, tout programme et toute politique en fait, qui vise à placer les communautés au centre de la gestion de leurs forêts. Et après, c'est un processus effectivement qui vient avec autant de conditions dont il faut, conditions et facteurs dont il faut tenir compte en fait, pour essayer de se rassurer que ce n'est pas seulement un concept, mais effectivement c'est un modèle de développement, un modèle de durabilité en matière de gestion des ressources naturelles et dans le cas précis ici, les forêts. Déjà, les communautés qui ont leurs forêts, il est géré depuis des années. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment nécessité de rendre encore ces forêts gérables, je ne sais pas, et appeler ça forêt communautaire? Parce qu'elle est déjà communautaire par défaut. Très bien, je pense que c'est une bonne question. En fait, parlons du code forestier un peu. Le code forestier en fait définit trois grandes catégories de forêts. Ouais. Nous avons les forêts dites classées qui regorgent toutes les catégories d'aires protégées. Nous avons les forêts dites de production permanente, donc c'est là que nous avons les concessions forestières. Et enfin, nous avons les forêts dites protégées. Et c'est dans cette catégorie effectivement que nous avons les forêts occupées, habitées par les communautés locales et dans lesquelles elles n'ont que en fait ce qu'on appelle le droit d'usage. Alors, ce qui est intéressant pour revenir à votre question, c'est que les deux autres catégories... Je n'ai pas obligé de me vous voyez. Hein. Donc, ça marche. Mais les deux autres catégories de forêts, je veux dire ici les forêts classées et les forêts de production permanente, venez ou allez donc vers les forêts protégées, celles habitées par les communautés locales. Ouais. Donc, si on identifie un espace qui a un certain potentiel en termes de biodiversité, en termes d'atouts pour aller vers une perspective de conservation, on allait là-bas. Et donc, on va effectivement rencontrer des communautés qui vivent là-bas. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait les délocaliser pour ériger un espace de conservation, je veux dire une aire protégée. Mais aussi, ça pouvait être un espace qui a un certain potentiel en termes d'essence forestière prisée sur le marché. Donc, lorsque une mission de prospection identifie un tel espace comme ayant une certaine richesse en essence, la conséquence était donc d'aller lorsque l'intéressé entame la procédure, faire une demande pour acquérir cette concession. Là aussi, on va délocaliser les communautés locales. Bref, c'est que les forêts, effectivement, que vous dites qu'elles appartenaient déjà aux communautés, mais c'est une situation qui les laissait en ce que j'appellerais une précarité ou à une certaine insécurité foncière, je veux dire. Et donc, l'avènement de la foresterie communautaire est très intéressant, et surtout dans le contexte de la RDC où, à la fois, on reconnaît cette réalité coutumière, donc des communautés qui ont déjà leur forêt, et cette possession coutumière
devient donc la condition pour une communauté qui le souhaite d'avoir une forêt. C'est comme ça qu'en fait, donc, dans le code forestier, on dit qu'une communauté qui le souhaite peut obtenir sur les forêts qu'elle possède déjà, en vertu de la coutume, effectivement, un titre dit des concessions forestières de communauté locale. Donc, c'est très important, c'est pertinent. On ne s'est pas dit que c'est parce qu'elle les possédait déjà, mais c'est pertinent dans la mesure où, sur ces forêts, le titre que les communautés obtiennent, ou lorsqu'une communauté obtient ce titre-là, ça renforce la sécurité foncière, mais aussi ça définit et ça lui accorde un certain nombre de droits, au-delà du seul droit d'usage, comme c'était le cas avant l'avènement de la foresterie communautaire. Donc si je comprends bien, avant, les communautés étaient déplacées lorsqu'on découvrait par exemple qu'il y a des minerais dans leur forêt, l'État décide de les déplacer. Et maintenant, avec la foresterie communautaire, donc l'État n'a plus la possibilité de déplacer ces communautés lorsqu'on découvre qu'il y a par exemple des minerais dans les forêts. En effet, parce que ce titre, c'est bien dit, c'est une concession. Donc ce titre-là, il est opposable. Donc, lorsqu'on rentre dans la démarche même d'obtention de cette forêt communautaire, c'est qu'elle est bien identifiée, l'espace est identifié, l'espace est délimité, cartographié. Et donc ça fait que lorsque on vient, on dit voilà, on voudrait avoir telle affectation ici, une communauté qui détient le titre va l'opposer et dire non, non, attendez, ça c'est affecté. Et dans un monde idéal, effectivement, même les services d'administration devraient être à mesure de dire voilà, vous avez besoin de cet espace. Et lors de l'analyse ou de l'étude du dossier, ça va apparaître directement, ou ça devrait apparaître directement et dire mais attendez, le schéma, le croquis que vous présentez pour l'espace que vous souhaitez avoir est en superposition avec un titre qui existe déjà pour telle communauté ou pour tel usage. Voilà un peu... Mais déjà, vous ne pensez pas que c'est déjà un germe des conflits, d'autant plus qu'il y a ces points de superposition des titres qui est pratiquement sur tout l'ensemble du territoire national. On les voit même des superpositions des titres avec les sites de conservation. Maintenant qu'il y a encore des concessions forestières de communautés qui viennent s'ajouter, n'est-ce pas là déjà des conflits à long terme qui se prononcent là? Une bonne question une fois de plus. Tu sais, il faut, si on doit revenir à l'histoire ou dans la situation de la gestion des ressources naturelles, de la gestion de l'espace dans notre pays, c'est que la plupart des conflits ou des réalités de superposition que l'on connaît actuellement, d'aucuns l'attribuent au fait que pendant beaucoup d'années, on n'a pas eu une vision, une politique, notamment d'aménagement du territoire, qui allait permettre effectivement d'avoir une certaine priorisation en termes de priorités de développement, en termes de potentiel et potentialité de chaque espace ou de chaque zone, et où effectivement l'État dit effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se croisent dans telle zone ou dans tel espace, mais vu la trajectoire de développement que l'on adopte, la trajectoire de développement que l'on veut ou que l'on se fixe, là, ça c'est une zone pour la conservation, ça c'est une zone pour la foresterie, pour les concessions industrielles, ça c'est une zone pour le développement agricole. Donc, à un moment donné, on n'avait pas ça. Mais je pense que depuis 2010-2012, notamment avec l'avènement de la stratégie nationale RED, et avec tous les efforts, je pense, qui ont été consentis pour entamer un certain nombre de réformes, entre autres celles relatives à l'aménagement du territoire, sont des questions qui sont en train d'être résolues et à mon sens, on ne devrait pas considérer cela comme un frein de ne pas effectivement travailler sur cette avenue de développement et de durabilité que la foresterie communautaire. La vraie réflexion, effectivement, je pense, et je pense qu'il y a une dynamique dans ce sens. La vraie réflexion, c'est d'essayer de voir comment est-ce que cet outil, ce modèle que la foresterie communautaire peut être intégré et pris en compte dans toutes ces réformes, dans toutes les démarches actuelles. Mais est-ce qu'il est déjà pris en compte, notamment dans cette réforme, que ce soit foncière, que ce soit dans l'aménagement du territoire? En effet, je pense qu'il faut, c'est ici l'occasion pour moi, je pense, de saluer les efforts de toute la dynamique des organisations de la société civile, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de plaidoyers dans ce sens, pour que, par exemple, la loi récemment adoptée sur la loi foncière, pour que cette loi-là prenne en compte cette réalité
que la concession forestière de communautés locales. Et on espère que ça, c'est un début. Et je pense que ça a été un grand succès, hein, il faut le reconnaître. J'espère donc que la suite d'autres réformes, et surtout leur mise en œuvre, pourra prendre compte de cette réalité. Parce que comme vous le savez, avoir la loi foncière, c'est une chose, mais son effectivité devra dépendre d'un certain nombre de réalités. Ouais, ouais. La loi annonce un plan qu'il faut avoir, des mesures d'application effectivement qu'il faudra adopter. Encore faut-il que ce soit dans les bons délais. On sait que, si je prends l'exemple du code forestier, il a été adopté depuis 2002. Il existe des mesures d'application qui n'ont jamais été prises à ce jour. Donc. Et une réalité qui entrave la mise en œuvre et l'effectivité de cette loi, dit la loi forestière. Ok. Alors, si on doit paraphraser, donc la foresterie communautaire se présente aujourd'hui comme un modèle de gestion durable pour les communautés de leurs forêts, si je peux dire ça comme ça. Oui, la foresterie communautaire, en fait, c'est vraiment une avenue très intéressante, à mon sens, selon moi. Une avenue, un modèle très intéressant de gestion forestière, mais son effectivité, son succès dépend d'un certain nombre de facteurs. Dont... Quels facteurs, par exemple? Oui, ok. Voilà. Bon, je savais où je pensais effectivement qu'on allait arriver là. C'est que, comme je disais, c'est un bon modèle de durabilité, mais dépend d'un certain nombre de facteurs. Et donc, ça me ramène à dire que, vous savez, quand on dit foresterie communautaire, au-delà de la définition que j'ai donnée en introduction, qui est une définition générique, mais peu importe la définition qu'on donne à un programme ou un poste de foresterie communautaire, peu importe comment on le considère, peu importe le contexte, en fait, il y a 3 éléments importants qu'il faut réunir pour essayer d'aller vers le succès de la foresterie communautaire. Dans un premier temps, c'est qu'un programme de foresterie communautaire doit contribuer réellement à l'amélioration de la gouvernance locale, à la gouvernance des ressources forestières. Ici, par une réelle participation des acteurs, j'ai dit les communautés locales, toutes les catégories confondues, dans le choix par ces communautés de leurs représentants, parce que ce qui est sûr, c'est pas facile aussi d'avoir tout le monde, mais au moins, s'il y a des animateurs, en termes de membres de différentes structures de gouvernance, pour que je rentre un peu à la situation de la RDC telle qu'elle est définie, le reste des communautés devraient s'identifier et se reconnaître dans leurs représentants. Donc, il faut renforcer la gouvernance locale. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, il faut effectivement que ce modèle contribue à la durabilité. C'est que sur une échelle temporelle définie, on doit être en mesure de s'arrêter et dire, voilà, dans cette CFCL, dans cette forêt communautaire ou dans telle région, lorsqu'on regarde sur les 10, 20 ans, on essaie de comparer la dynamique en termes de pertes découvertes, en termes de disparition des espèces fauniques et consorts. Voilà les résultats qu'on a à l'échelle d'une forêt communautaire comparativement aux zones annexes, aux zones voisines. Donc, ça c'est la deuxième condition et parfois on encourage pour y arriver, pour arriver à cette durabilité de la gestion forestière, à cette préservation de la biodiversité, d'essayer de souligner ou intégrer une dimension dite multi-usage en fait, une dimension multi-usage de la gestion de forêt. Et ça c'est intéressant parce que c'est ce qui est défini dans le texte qui régule la gestion d'une concession forestière des communautés locales en RDC. Et la troisième condition, et après ici on peut faire tout un développement, c'est qu'il faut que ces modèles soient à mesure de générer des avantages économiques, des bénéfices économiques. Que ce soit un modèle qui soit en mesure de créer des richesses. Et c'est là qu'il y a tout un débat. Et c'est là qu'à un moment donné, effectivement, malgré les potentialités, malgré les chances, malgré toutes les attentes des différents acteurs autour de ce processus de foresterie communautaire, c'est là qu'à un moment donné naît le doute. Mais après, je me dis que... Moi aussi, j'ai ces doutes-là, parce que je veux comprendre comment la foresterie communautaire peut être considérée comme un outil de développement, mais je vais y arriver. Je voudrais tout de même vous poser cette question de savoir, admettons aujourd'hui que ma communauté a une forêt, c'est-à-dire une communauté où il y a par exemple 3-4 groupements mis ensemble, ils ont leur forêt, et qu'ils découvrent que dans cette forêt il y a du pétrole. Est-ce qu'ils sont autorisés à faire appel de leur propre gré
à un exploitant pour venir exploiter ce pétrole. Peut-être le pétrole va gêner. Je prends le cas par exemple des minéraux ou encore du bois. Est-ce ils ont cette autorisation de l'État congolais à pouvoir s'engager avec un exploitant industriel et venir couper dans leur forêt? Très bien, c'est une bonne question. On parle d'abord du bois. S'entendre avec un exploitant industriel pour venir couper, c'est non. Donc les textes ne le permettent pas. Okay. C'est vrai qu'on peut creuser, aller loin dans cette réflexion, mais au moins, les textes ne le permettent pas. Donc la réponse est non. Là, je suis en train de parler du bois. Discuter avec un industriel, non, parce que déjà, il y a une restriction sur les types d'outils, les types de matériel, le type d'équipement qui doit entrer dans une forêt communautaire. Okay. Donc, il dit, dès que c'est limitatif, avec une scie d'élan, avec à la limite une tronçonneuse, avec un tire-fort. Et ça, les industriels n'opèrent pas avec. Et puis, pour un industriel, c'est moins productif, c'est moins incitatif. Ce serait de l'investissement perdu. Et c'est là en fait que ça rend les concessions forestières de communautés locales moins compétitives. Moins compétitives par rapport à d'autres usages. Et ce que je veux dire ici, c'est que si à côté il y a une forêt qui n'est pas CFCL et où il y a des activités parfois plus productives, où finalement les gens ont la latitude de faire ce qu'ils veulent. Malheureusement, très souvent, je veux dire l'exploitation artisanale du bois d'œuvre, très souvent c'est dans l'informel, c'est dans l'illégalité, mais les gens vont avoir tendance à aller là-bas que de venir négocier dans une CFCL où il y a déjà des restrictions. Exact. Et donc, ça, lorsqu'on réfléchit sur les perspectives d'allègement de certaines restrictions, notamment pour essayer d'accorder toutes les chances des rentabilités, des viabilités économiques au CFCL, on essaie de penser à l'allègement de mesures ou des conditions législatives ou du cadre législatif. Et dans ces allègements, c'est vrai que là on saute, on est déjà pratiquement vers la gestion ou l'exploitation. On essaie de penser à ça. On se dit, je pense en tout cas que le problème n'est pas de dire que voilà, on a ouvert une concession de communauté locale à l'exploitation et puis les gens craignent, voilà, on va aller vers la destruction des forêts et consorts. Non. Créer toutes ces facilités pour que cette concession soit viable économiquement, ça c'est une chose. Après, je pense qu'il y a un travail à faire pour essayer de renforcer à la fois les mesures de gouvernance au niveau local, et je veux dire que l'administration locale joue son rôle. Parce que si on a peur qu'on ne sait pas contrôler, donc on craint la dérive, c'est effectivement parce que dans la situation actuelle, il n'y a pas suffisamment, en tout cas, il n'y a pas suffisamment des capacités au niveau local pour essayer de se rassurer que c'est vrai que c'est un opérateur semi-industriel, par exemple, qui opère là-bas, mais on doit se rassurer qu'il opère dans les respects des normes, il respecte dans les textes, de tout ce qui est prévu. Et entre-temps, d'un côté, lui se retrouve, de l'autre côté, les communautés se retrouvent, moyennant les discussions qu'ils ont eues. Et ce qui est intéressant, c'est une opportunité de création d'emplois au niveau local. Ça, c'est la première chose. Toujours par rapport à ces défis de viabilité économique, c'est que, comme je disais, on a commencé par la gestion de l'exploitation, mais si on revient à la procédure de demande, c'est qu'actuellement, on pense entre 100, 120 000 et 160 000 $. L'argent qu'il faut, à partir du moment où une communauté se lance dans le processus jusqu'à l'obtention du titre, c'est lourd. 160 000 $. 160 000 $. C'est l'argent que la communauté doit débourser. En tout cas, les expériences, en fait, je pense qu'il y a, si je peux faire référence à l'étude en question, parce que je pense que ça reste une étude intéressante qui a questionné le processus et qui a jeté de bonnes bases. C'est l'étude de l'esquilleur, je pense, et d'autres collaborateurs de 2019, qui ont questionné la viabilité. Et donc, qui ont analysé ce qu'avait coûté la mise en place d'un certain nombre de CFCL, notamment dans la partie nord-est du pays, je pense. Est-ce que les communautés ont cet argent? C'est difficile. Et aujourd'hui, ces dépenses sont flouées parce que, effectivement, il y a des accompagnateurs. Tout le processus repose sur de l'argent, effectivement, qui est investi par des partenaires techniques et financiers, des bailleurs, des efforts qui sont louables et qu'on salue. Effectivement, après qui passe par des organisations de la société civile pour accompagner les communautés dans ce processus.
Mais après, ça ne devrait pas empêcher qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse en se disant, mais s'il n'y avait pas cet accompagnement, est-ce que tout ce qui prévoit la loi de 2002, le décret de 2014, l'arrêté de 2016, est-ce que ce serait vraiment réaliste? La réponse devient rapidement non. Mais il n'est jamais tard pour faire mieux. Je reviens à d'autres types d'exploitation. Attendez d'abord. Je vais parler des minéraux. Je vois que c'est plus intéressant que ce que vous dites. Semble me tiquer 160 000 dollars américains, c'est le montant que la communauté doit débourser de manière indirecte pour obtenir sa concession. Et cet argent est flouté du fait qu'il y a les accompagnateurs qui sont financés par les bailleurs de fonds. Qu'est-ce que ces bailleurs de fonds gagnent en dépensant 160 000 dollars pour une forêt communautaire? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Bon, n'y a-t-il pas des choses cachées derrière les 160 000 qu'ils dépensent? Je ne pense pas. Effectivement, je sais que parfois, ce genre de questionnement ou de réflexion m'a répandu dans l'opinion, mais il faut regarder les choses d'un autre côté. On sait par exemple l'intérêt de la communauté internationale pour les forêts du bassin de Congo, reconnu comme étant le deuxième poumon du monde. On sait le rôle effectivement que les forêts du bassin de Congo, dont la RDC détient un peu plus de 55 ou 60% des forêts, on sait le rôle que ces forêts peuvent jouer dans les efforts de régulation du climat et consorts. Et donc, c'est tout à fait normal de se dire que si tel modèle est porteur, si tel modèle effectivement peut contribuer à la réduction de la déforestation, peut contribuer à la gestion durable des forêts, à une meilleure et une bonne gestion des forêts, c'est tout à fait logique effectivement que ces groupes d'acteurs investissent des fonds pour aller dans cette perspective. Cependant, c'est important donc de reconnaître et de savoir que investir pour aller vers la durabilité des ressources, c'est une chose, mais il faut à un moment donné trouver un compromis entre la durabilité, la conservation et les moyens de subsistance, le revenu, les conditions de vie des communautés, des acteurs dont la vie dépend de ces ressources, dépend de ces forêts. Et donc, c'est le moment. Pour l'instant, je pense qu'il est important, il est indispensable que tous les millions qui sont parfois investis dans l'acquisition de nouvelles concessions forestières des communautés locales, aujourd'hui, on se contente d'essayer de marcher avec comme indicateur. Voilà, on a accompagné l'acquisition d'autant de CFCL. Voilà, actuellement, nous sommes à autant de CFCL. Je pense qu'on approcherait actuellement les 120 CFCL. Donc, ce qui va au-delà des 2 500 000 hectares donc sur le territoire national. Ouais. C'est énorme. Mais la question, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans le vécu des communautés locales? Qu'est-ce que cela a ajouté? Et il n'est pas... Je pense qu'il y a des perspectives, il y a des façons de faire pour que des efforts, pour que l'attention soit essayée d'orienter vers cette troisième dimension d'un programme de foresterie communautaire. Ce qui ne semble pas être, à mon sens, le cas pour l'instant. Okay. Mais déjà, tu as dit que l'exploitation forestière industrielle n'est pas autorisée, ouais. Et l'exploitation minière non plus. Voilà. Le pétrole aussi. Je reviens au caractère multi-usage de la foresterie communautaire en RDC. Ce qui est sûr, quand vous participez au débat avec les acteurs, ça c'est une question qui revient souvent. C'est une question qui revient souvent parce que les réalités déjà ne sont pas les mêmes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la RDC. Donc, les réalités en termes de richesse, de potentialités dans une CFCL ne sont pas les mêmes quand on est dans la province de l'Équateur, dans la Chopo, que lorsqu'on est dans le Nord Kivu. Ouais. Donc déjà, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est le cas du Katanga qui est pratiquement une province minière. C'est le cas pour certaines CFCL de la grande partie nord, lorsqu'on est vraiment au Nord Kivu et consorts. Donc, cette question a été débattue plusieurs fois et je ne pense pas que je sais donner une réponse en fait extrême et juste, mais par contre rentrer dans la réflexion, c'est que
D'abord, on est dans une concession forestière de communautés locales. Lorsqu'on évoque les minéraux, donc l'exploitation minière et consorts, on sait que on a affaire à deux types d'exploitation, donc qui ne sont pas régis par les mêmes textes. Et donc, la question effectivement, c'est de savoir découvrir les minéraux, c'est une chose, c'est effectivement une opportunité de développement. Ouais. Après, ça amène la question de comment ça se fait, dans le respect de l'environnement, dans le respect des normes sociales, dans le respect de tout ce qui est défini et prévu par les textes, mais aussi dans la façon dont c'est prévu par les textes qui régissent l'exploitation ou le secteur minier. Ouais. Et je n'ai pas grande connaissance effectivement de ce qui est dit par rapport à ces textes, mais je sais au moins que découvrir ça dans une CFCL, dès lors que cette gestion est le multi-usage. Quand on dit multi-usage, donc on peut valoriser toutes les ressources que l'on trouve. Par contre, l'exploitation en soi doit se faire, je pense, dans le respect des textes. Si c'est l'exploitation forestière, on sait que prévoit l'arrêté 084 à ce jour par rapport aux différents types d'exploitants. On sait que l'arrêté 025 qui régit l'exploitation forestière des CFCL interdit l'exploitation industrielle, donc elle ne sera pas faite. En tout cas, dans la situation actuelle de ce qui est prévu dans ces textes. Ouais. Voilà un peu, pas une réponse, mais la réflexion que je peux amener à votre question. On ne sait pas conclure qu'ils peuvent exploiter des minéraux dans leur forêt. Donc on ne peut pas conclure jusque-là. Si on ne peut pas conclure qu'ils peuvent exploiter des minéraux dans leur CFCL. Ils devraient. Ils devraient. Mais ce n'est pas très sûr. Ils devraient. Et ils devraient, ça amène un peu la nuance. Donc il faut rester ouvert. Parce que si on pense qu'ils peuvent, maintenant là, le grand souci, c'est effectivement se retrouver avec une communauté qui va utiliser cet argument et exploiter. Mais par contre, tout ce qui doit être fait dans le respect des textes. Et donc, l'exploitation minière n'est pas régie par les textes par rapport à ça n'existent pas. Ces textes existent. C'est pourquoi le secteur minier, il y a tout un cadre légal et réglementaire. Donc, à un moment donné, il faut se conformer à ce que prévoient ces textes. Vous savez, si une communauté veut faire la chasse, par exemple, il y a des textes qui régissent cela. Bon, la différence va être qu'on reste toujours dans le secteur effectivement forestier. Si une communauté veut dire, voilà, nous on veut aller vers l'exploitation du bois énergie, mais effectivement tout en se rassurant que les pratiques que l'on envisage restent durables, il y a des textes qui régissent cela. Et là, on reste dans le secteur forestier. Lorsqu'on va vers les minerais, ça appelle notre secteur. Et donc, du coup, ces soucis, ces besoins aussi de coordination, effectivement, pour savoir comment tous ces textes se complètent et ne pas être vraiment dans une situation où actuellement on sait que... Mais là, on ne peut pas arriver à dire que la RDC est partie plus vite sans pour autant penser à tous ces aspects, là, l'évolution de l'octroi des forêts de communautés. Parce que là, par exemple, les cas comme l'exploitation minière, si les communautés trouvent qu'il y a des minéraux dans leur forêt, ils ne savent pas l'exploiter, à quoi ça servirait d'avoir une forêt communautaire? On n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas l'exploiter, mais aussi, je pense qu'on ne peut pas dire que la RDC est allée vite. Parce que c'est vrai que tu évoques ça quand on parle des minerais, mais même pour l'exploitation du bois, ou si une communauté qui déciderait de se lancer vers une perspective de conservation, peut-être pour tenter de gagner ou de valoriser ces forêts pour la finance carbone et toutes les opportunités en fait qui sont autour. Tout ça, dès le départ, avant d'avoir la forêt en question, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en termes de potentialité concrètement. C'est simplement dès qu'on a ce titre de CFCL que l'on se questionne après qu'est-ce qu'on a en termes de richesse, qu'est-ce qu'on peut valoriser et qu'on sort. Et c'est en ayant cette connaissance, parce qu'on dit on ne peut bien gérer que ce que l'on connaît. Ouais. Donc on peut bien gérer ce qu'on connaît. À partir du moment où on découvre qu'il y a mine et qu'on sort que cet enjeu émerge et que les débats commencent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je t'ai dit au début de cette question, c'est qu'il y a des réflexions dans ce sens. Et actuellement, en fait, le processus de foresterie communautaire en RDC a un cadre de dialogue qu'on appelle table ronde, je pense, multi-acteurs, assorti d'un certain nombre de groupes de travail thématiques où toutes ces questions sont étudiées, analysées, où ces différents enjeux sont documentés. Et ce qui est intéressant, c'est que
La stratégie nationale a prévu ce qu'on appelle la phase expérimentale. Nous sommes encore dans cette phase expérimentale. Donc ce sont vraiment de bonnes réflexions, de bonnes questions que j'espère devront nourrir les réflexions lorsqu'on va revoir, évaluer la phase expérimentale pour essayer d'avancer et pousser à des révisions, parce que c'est vraiment c'est inévitable, pousser à des révisions des différents textes pour qu'à la fois ils soient simplifiés, ils soient allégés et ils soient effectivement favorables à cette viabilité de forêts communautaires. Parlons de viabilité économique justement de ces concessions. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui on peut penser que ces modèles présentent des opportunités économiques? Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui penser que la foresterie communautaire est un outil pour le développement des communautés au regard de tout ce qui se passe sur le terrain? Oui, en parlant d'opportunités, j'ai aimé ça. En parlant d'opportunités, oui. Mais vous savez, une opportunité, c'est une chose. Ce qu'on en fait, c'est autre chose. C'est un peu comme on dit, la RDC est un pays riche. Et quand on parle de cette richesse, on fait allusion aux ressources minières, aux ressources forestières, aux ressources anneaux et tout ça. Mais bien, c'est autant d'opportunités. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est autre chose. Donc, pour revenir à la question de forêt communautaire, je pense que c'est effectivement, je crois l'avoir dit, un modèle viable de développement. Parce que, après, on ne fonctionne pas dans une situation qui est close. Il y a des expériences du Cameroun ou dans d'autres pays en Afrique centrale. Et effectivement, en termes de viabilité économique, la plupart de ces modèles et la manière dont cela a été fait dans la sous-région, en tout cas, d'aucuns pensent que ça n'a pas vraiment réussi. Il n'y a pas un seul modèle où concrètement on peut avancer que économiquement ça a été vraiment viable. Et donc je veux dire, ça a généré des bénéfices qui ont été équitablement répartis ou réinvestis pour un réel changement social, pour un réel développement local. C'est rare. Par contre, pour reparler de C'est rare. En tout cas, il n'y a pas un seul endroit. Au Cameroun, par exemple, on va vous dire que ce sont des résultats mitigés, donc des résultats discutables, alors que c'est le modèle le plus vieux, c'est la plus ancienne expérience, le Cameroun. Ouais. Alors, même si ces résultats sont mitigés, ça reste intéressant parce qu'il y a des leçons. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ces modèles. Est-ce que la RDC a déjà tiré ces leçons pour améliorer ces modèles? Dans la situation actuelle, nous avons beaucoup appris de ce qui s'est passé au Cameroun, il faut le reconnaître. Maintenant, nous avons l'opportunité de voir comment ça marche en termes de montage institutionnel que l'on a mis en place, en termes du cadre réglementaire que l'on a mis en place. Et donc, nous avons autant de leçons à tirer. Et c'est ce qu'on attend. Mais pour revenir en fait à cette viabilité, moi je pense, tu sais, avant l'avènement d'une CFCL ou de la foresterie communautaire, avant qu'une communauté n'ait la CFCL, elle avait des usages. Elle utilisait sa forêt, soit pour l'agriculture, soit pour des négociations, pas formelles, informelles, soit-elles, mais la communauté faisait ça. Et donc, à un moment donné, les gens voyaient des retombées en termes de revenus. Exact. Lorsqu'on va vers la CFCL, on devrait s'attendre à ce que la situation s'améliore. Il faut travailler sur ça. Donc, il faut travailler sur ça. Donc, ça me ramène en fait de redire que tout commence par le fait que ça ne devait pas être si coûteux d'obtenir une CFCL. Donc c'est vraiment coûteux en termes d'argent, c'est long et lourd en termes de procédures administratives. Il faut réunir tel texte, tel document, il faut des réunions, il faut des rencontres, il faut inviter des gens, il faut déplacer les gens et qu'on sort. Tout cela est bon pour garder le caractère participatif du processus, mais c'est lourd, c'est lourd. Et puis quand vous regardez en fait les compétences telles que définies par les textes, c'est que c'est un processus pratiquement provincial, avec effectivement un rôle d'accompagnement que joue l'administration nationale, mais un processus provincial où, en tout cas dans certaines provinces, pour ne pas dire toutes, je suis tenté parfois de dire, en tout cas dans la majorité des provinces, il n'y a pas les capacités nécessaires pour accompagner les communautés, pour jouer le rôle tel que défini en termes de compétences, à la fois au niveau provincial, je vois la coordination, mais aussi au niveau des administrations locales. Je vois par exemple le chef de chefferie ou le chef de secteur ou l'administrateur de la commune urbano-rurale qui joue pratiquement tout le rôle, de le début
Ils doivent jouer un rôle pour recevoir ceci, traiter les documents, traiter les dossiers, approuver ceci ou cela, approuver les plans de gestion. Mais cela sous-entend qu'à ce niveau local, on doit avoir des compétences, des gens bien préparés, des gens qui comprennent le processus, des gens qui comprennent qu'effectivement, ils ont ce rôle d'accompagnement des communautés locales. Pour l'instant, c'est rare dans la plupart des cas. Quand ça marche, c'est parce qu'effectivement, il y a cet accompagnateur qui a les moyens pour animer des sessions, pour parfois essayer de déplacer une compétence de la coordination provinciale pour aller faire ce travail au niveau local. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, le temps que celui de la coordination se rende au niveau de la chefferie, au niveau du secteur, ça prend du temps, c'est de l'argent. Une fois de plus, c'est facile parce qu'il y a un accompagnateur qui a de l'argent, il y a un financement avec ça. Mais si c'est une communauté, n'est-ce pas, ça va aller très facile. Quand la communauté sait que voilà, on va aller voir le chef de poste, on va préparer les dossiers, on lui montre ce qu'on a fait. Ils vivent avec le chef de poste. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut travailler pour effectivement rendre plus viable ces processus. C'est alléger ces charges qui sont inhérentes aux textes qui sont en vigueur actuellement, mais aussi renforcer les capacités des acteurs à différents niveaux, même les communautés elles-mêmes, mais surtout les administrations. Revoir pour alléger ce qui peut être allégé, mais aussi à un moment donné peut-être même décaler. Je pense qu'il y a des tâches dévolues aux communautés ou à une communauté qui veut avoir sa CFCL qui peuvent même être décalées. Par exemple, les inventaires et consorts, c'est vrai que c'est important. Bon, là, je parle en tant que technicien, en tant qu'ingénieur forestier. C'est vrai que c'est bien de faire les inventaires parce que les communautés ont besoin de savoir ce qu'elles ont, ce qu'il y a et comment valoriser. Mais dans un premier temps, par exemple, une réflexion serait de simplifier tout cela et de dire si une communauté a obtenu son titre de CFCL, lui accorder un certain délai. Essayer d'y aller progressivement, un peu comme cela a été le cas avec les concessions industrielles lorsqu'il y a eu la revue. C'est on leur dit voilà, on va y aller, travailler pour avoir un plan de gestion dans ces délais. Voilà. Donc, si une communauté a son titre, elle dit voilà, en tout cas dans une moindre mesure, vous pouvez déjà faire ça, vous pouvez déjà faire ça, vous pouvez déjà faire ça. Plutôt que de dire avoir le titre, c'est une chose. Après, avant toute exploitation, il faut avoir un plan simple de gestion. Mais quel est le coût de ce plan simple de gestion? Dans un scénario sans financement, sans accompagnement financier, je veux dire, où la communauté travaille avec l'administration et un consort, c'est coûteux de faire les inventaires. C'est même difficile, même pour les industriels eux-mêmes. Parce que quand on chiffre, c'est à l'hectare, c'est beaucoup d'argent que les communautés n'ont pas, mais aussi qui rendent difficile en fait le retour sur investissement. Voyez. Donc, pour moi, il y a cette révision, il y a ces éléments, ces allègements à faire. Et parallèlement à ça, il faut travailler sur les capacités des acteurs. Et notamment, c'est rassurer que toutes les compétences reconnues et dévolues aux administrations locales sont vraiment assurées, que ces instances administratives jouent réellement leur rôle pour qu'un dossier qui arrive au niveau de la province soit 90% dans le bon, pour que ça soit la suite. Et non qu'on soit dans une situation où finalement il faut que la coordination se rende sur le terrain. C'est que déjà il y a un dysfonctionnement. Un autre élément, un autre pilier sur lequel il faut travailler, je pense qu'il faut inverser la situation. Dans la plupart des CFCL qui existent, je pense que elles ont été obtenues, mais suivant une démarche descendante. C'est que voilà, il y a tel partenaire qui veut effectivement, qui a cette volonté d'accompagner la communauté, donc on va. Et ça fait qu'après, on se retrouve dans une situation où même les normes, même les règles, parfois le choix de la vocation sont choisis et définis par influencés par les besoins. C'est que déjà, dès qu'on se lance dans cet accompagnement, derrière, on se dit voilà, on veut avoir ça pour aller vers la conservation. C'est pas mauvais, peu importe l'usage que l'on choisit, mais après, quelles sont les réflexions qui accompagnent ce choix ou cette vocation pour se rassurer qu'on revient aux trois déterminants de la viabilité. Mais justement, sur cet aspect, on ne craint pas un jour que demain, après-demain, les communautés se disent « Nous, on ne voulait pas faire ça, on nous a fait faire ça parce qu'on nous a fait accompagner ».
Et c'est ce qui est intéressant, effectivement. Au début, effectivement, tu as parlé de ma thèse sur les forêts communautaires. Effectivement, c'est que j'ai eu comme cadre d'analyse dans cette thèse ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que voilà, vous avez des moyens, vous voulez accompagner une communauté, met en place un processus de sensibilisation. Parfois, il y a des clips qui n'en sont pas un. Parfois, il y a des clips qui... Non, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on a accompagné la communauté, il y a eu des sensibilisations, on a eu le consentement libre, informé et préalable. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Mais dans une situation, je dis bien, il y a des clips qui n'en sont pas un. Il y a des clips, voilà. Donc, il y a ça. Et donc, plutôt... Est-ce que dans ton étude, tu as découvert quand même des clips comme ça? On se retrouve dans des démarches de plutôt d'acceptation sociale. Est-ce que dans ton étude, tu as retrouvé quand même des clips comme ça? Je n'ai pas directement interrogé les clips ou la façon dont les clips ont été mis en place. Mais vous savez, lorsque on est sur le terrain pour la recherche, il y a beaucoup d'outils. Entre autres, l'observation, parfois participante ou non participante. Donc, ce sont des outils qui nous permettent aussi de collecter un certain nombre d'informations, parfois en dehors du cadre de notre champ d'études, mais des éléments qui viennent quand même enrichir et renseigner la façon dont on fait la lecture du phénomène à l'étude. Je peux lire entre les lignes qu'il y en a eu quand même. Effectivement, il y a des situations où il y a eu le clip, notamment par exemple, dans les 2 CFCL que j'ai étudiés. Il y a l'une qui a été accompagnée par, je pense que par la GIZ, parce que ce n'est pas un secret. Notamment, donc, je vois Kailo, je ne sais pas empêcher d'en parler, mais aussi IN, qui se retrouve dans la province de l'Équateur, et puis toute la dynamique avec les tables rondes au niveau des Kinshasa, dans les provinces et comme ça. C'est en fait, ce sont là les unités d'analyse, les unités qu'on a observées, les échelles d'analyse que nous avons eues. Et parfois, dans les discussions, dans une table ronde, effectivement, vous allez comprendre et apprendre que non, mais d'ailleurs, il n'y a pas eu de clip. Ça, c'est dans une table ronde. Ce n'est pas forcément dans une CFCL que j'ai étudiée, mais dans une table ronde, il y a des gens qui viennent de partout. Donc voilà un peu... Et ça biaise déjà les processus. En effet, ça biaise le processus. Mais pour revenir à ta question de départ, c'est est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un jour, justement, une communauté se désengage et dise d'ailleurs ça ne sert à rien? Ce qui est sûr, parmi les premiers éléments ou le premier élément qui peut pousser une communauté à dire, en tout cas, ce n'est pas intéressant, je veux faire comme je faisais avant, c'est l'absence de bénéfices réels. Si, à un moment donné, finalement, ça ne contribue pas à l'amélioration de revenus, à la création des Parce richesses. que c'est ça, c'est qu'on a vendu à ces communautés. Non? Écoutez, quand vous allez... Voilà, on a créé des attentes, mais à la fin... Effectivement, ça a créé beaucoup d'attentes et c'est parmi les facteurs déterminants de l'adhésion qu'on peut noter aujourd'hui à ces processus. Donc, l'adhésion ou l'acceptabilité même sociale, l'adhésion que les communautés ont, l'attitude positive que les communautés ont envers ces processus actuellement est fondée sur autant de promesses qui ont été faites. Notamment, c'est vrai qu'à un moment donné, on sait dire, bon là, vous avez maintenant votre titre, c'est sécurisé et consort, mais c'est un papier. Dès que c'est un papier, c'est vrai que dans la tête, on sait que c'est un titre, mais qu'est-ce que ça a changé? Voyez un peu. Donc, il faut vraiment il faut se rassurer de créer de la richesse. Et ce qui est, donc, parce que là, on est en train de dire il faut, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je rêve effectivement d'un accompagnement où on se dit, voilà, la communauté est là, on essaie de se lancer vers effectivement une identification, une compréhension de comment des pratiques locales en termes de valorisation économique des communautés. De ces valorisations, essayer d'identifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, essayer de se demander pourquoi on doit rester à une valorisation finalement économique à l'échelle de la communauté ou à la limite peut-être parfois des subsistances. Essayer de dire quels sont, parmi ce que les communautés font déjà, quels sont les types de production, les types de valorisations économiques qui sont plus porteurs et sur lesquels on peut travailler en termes de développement de filières. Parce que si on se lance dans le développement de filières, d'une manière ou d'une autre, on va toucher plusieurs catégories d'acteurs au sein de la communauté et à différents niveaux. Mais aussi,
ça offre des perspectives de mise en relation, n'est-ce pas, avec des acteurs qui peuvent être externes à la communauté. Et c'est là le rôle, par exemple, que peuvent jouer certains opérateurs privés dans ces secteurs. Quand tu as identifié effectivement une offre réelle qu'une CFCL donnée peut avoir et dire, voilà, nous avons ça, 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 ça. Tel opérateur privé qui est intéressé, par exemple, à investir dans l'écotourisme, qui est intéressé à investir dans la conservation et consorts, voilà l'offre, voilà le potentiel qui est là. Tel opérateur qui est intéressé à investir peut-être dans le développement, dans la promotion de telles filières, de tels produits forestiers non ligneux et consorts, voilà l'offre que nous avons, voilà les opportunités autour. Essayer d'investir davantage dans la compréhension de quelles sont les barrières en fait. Qu'est-ce qui limiterait ces développements? Est-ce que parce que les gens n'ont pas accès à l'information, mais renforcer, accompagner les communautés dans ces sens? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas accès au marché, mais regardez, qu'est-ce qui limite cet accès au marché? Est-ce que la multiplicité des taxes? Est-ce parce que c'est difficile parfois de transporter les produits d'une concession forestière de communauté locale à un marché qui est proche et consort? Et donc, essayer ces genres d'informations, ces genres d'analyses, ces genres de réflexions pour effectivement avoir une, deux, trois concessions forestières de communauté locale type, où on sait dire effectivement voilà comment ça a fonctionné en termes de gouvernance locale, voilà les leçons qu'on a apprises, voilà comment ça a fonctionné en termes de création des richesses, en termes d'amélioration du tissu économique local. Est-ce que sur les une centaine de CFCL qui existent déjà en RDC, y a-t-il quand même une ou deux dont on peut croire à une viabilité économique, on peut croire qu'elles sont prospères économiquement, bien sûr? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Donc ces genres de réflexions n'ont pas été entamées. Par contre, je sais qu'actuellement, il y a des dynamiques qui vont dans ces sens, où effectivement les gens s'intéressent à savoir quel est le potentiel, par exemple, entrepreneurial au sein d'une communauté. C'est qu'on se dit, voilà, il y a des ressources, il y a des opportunités, il y a des produits porteurs ou des filières porteuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'accompagner des communautés, faire de vrais entrepreneurs, pour ne pas avoir en fait cette logique ou ancienne logique, notamment de conservation, qui est interventionniste. Venir donner du sel aux gens, venir faire ceci ou cela, mais par contre, accompagner les gens dans une perspective de business, où vous avez quelqu'un effectivement qui entretient son business, qui est prêt à investir et consort. Donc, moyennant cet accompagnement préalable, il y a des dynamiques des gens dans ce sens. Je pense qu'il y a le projet Forêt d'avenir, qui est exécuté par un consortium piloté par la Rainforest UK. Il y a par exemple le projet de maintien en forêt à la biodiversité, effectivement, qui, dans la partie foresterie communautaire, effectivement, essaie d'accorder de l'importance au développement et à la création des systèmes de marché dans les forêts communautaires. Vous voyez un peu, donc cette fois-ci, on a des investissements où on ne va pas avoir des nouvelles concessions forestières de communautés locales, mais essayer d'identifier, donner des opportunités pour les accompagnateurs qui existent déjà, de travailler avec les communautés, cette fois-ci pour avoir un focus sur la dimension économique. Donc le système des marchés, c'est de dire quelles sont les opportunités, mais aussi quelles sont les limites. Et du coup, mettre en place une démarche où on travaille à consolider les opportunités, on travaille à réduire les barrières du développement de marché ou réduire les barrières de valorisation de ces opportunités économiques. Et donc, je pense qu'avec ces dynamiques qui sont en place, je pense que dans la province de la Chopo, il y a le CIFOR qui travaille aussi dans ces sens. Il y a beaucoup d'autres acteurs, en fait. J'essaie de parler de ce dont quelques informations sur ce qui se passe. Et donc, avec cette nouvelle dynamique, on peut espérer que d'ici 2-3 ans et qu'on sort, on aura suffisamment d'informations aussi pour savoir comment cela a marché. Crois-tu en l'avenir de la foresterie communautaire en RDC? En tout cas, partant des échanges qu'on a eus tout à l'heure avec toi, j'y crois. J'y crois, mais cela demande effectivement ces efforts et cette volonté.
cette volonté, donc il y a une part, une responsabilité effectivement à la fois de l'État qui a défini cette politique de foresterie communautaire, c'est effectivement d'accorder toutes les facilités qui vont avec. Il y a une responsabilité de ceux qui accompagnent le processus, et donc d'essayer de regarder au-delà du nombre de CFCL actuellement attribués, mais regarder sur qu'est-ce que cela apporte réellement des différents et surtout de plus à ces communautés pour se rassurer qu'on continue à maintenir l'adhésion, l'appui, l'acceptabilité et de ces communautés locales en fait, à ces processus, parce que c'est la condition sine qua non. On peut continuer à apporter des moyens, mais à un moment donné, si la communauté dit ça ne sert à rien, ça ne va pas réussir. Mais à ce jour, je pense que ça va réussir parce que nous avons beaucoup de leçons, nous avons beaucoup appris, il y a toute une bonne dynamique, notamment quand on voit la volonté des acteurs, quand on voit la coordination qu'on essaie d'avoir de plus en plus entre les acteurs. On peut croire que moyennant toutes ces mesures correctives, ça reste un processus porteur pour la gestion de forêt en RDC. Donc, si moi je dois paraphraser, je dirais tout simplement que le modèle économique ou encore la viabilité économique des concessions forestières est encore à construire. Elle est à construire et elle est très déterminante pour le succès de la foresterie communautaire en RDC. Des petites questions pour clôturer. Quelle est la superficie prévue par la loi pour une concession forestière des communautés? La superficie prévue par la loi, je ne sais pas si je vais avoir de bons chiffres, mais je sais que c'est 2 millions d'hectares, je pense. Mais à ce jour, on a même dépassé. On a même dépassé. Donc, je pense que c'est 2 millions d'hectares, mais ça peut être vérifié. Mais actuellement, on a largement dépassé. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que les efforts dépassent l'ambition. On est à plus de 2 500 000, on approcherait même les 3 millions d'hectares, donc c'est au-delà de l'objectif, donc au-delà de ce qui est défini dans le PNFB, le Programme national environnement, forêt, eau et biodiversité, qui est en fait actuellement le cadre d'orientation stratégique dans le secteur. Est-ce que les communautés qui se sentent déconsidérées ou bien qui se disent on n'a plus besoin de continuer avec la foresterie communautaire peuvent demander l'annulation de leur arrêté? Je ne sais pas. Je pense que l'honnêteté m'oblige à dire que je ne sais pas. Par contre, je sais que lorsqu'une communauté reçoit son titre, elle a l'obligation d'assurer que les pratiques qui sont dedans sont durables. Sinon, l'État effectivement a la possibilité de venir annuler ce titre. Dire la procédure pour demander à ce que l'on annule le titre, en tout cas je n'ai pas connaissance de ça, je peux toujours me renseigner si j'ai l'information. Sinon, si toi tu trouves l'information avant moi, ce serait très intéressant effectivement. C'est sur ces points que nous allons justement clôturer cette émission. Je te remercie pour avoir accepté notre invitation. Et je pense que c'est la première fois que je te reçois sur ces plateaux de l'invité du week-end et ce n'est pas la dernière non plus. En tout cas, c'était un grand plaisir de participer à cette émission et je sais que nous aurons l'occasion et l'opportunité de discuter sur d'autres thématiques. Exact. Ça fait toujours plaisir d'échanger, de discuter comme ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alfred. Quant à moi, je vous dis aussi merci pour avoir suivi cette émission et je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.